Bon, hier j'ai eu ma petite perme. Je suis pas allée me faire de piercing ni au lobe parce que ça coûte trop cher. J'avais envie de faire autre chose. Et en plus, la psychiatricienne elle m'avait dit qu'avec le soleil et tout, c'était pas forcément bon, qu'il vaut mieux se percer en hiver. Je pense qu'elle a raison. Ou en automne, quoi, quand il n'y a pas trop de soleil, donc je le ferai plus. Je sais pas, vu que je cherche un taf et tout, je me dis j'aurais pas le droit à ce type de piercing, donc puis je me dis c'est un peu aussi une maltraitance du corps en fait. Donc voilà, au final j'y suis pas allée. Je me suis sentie bizarre durant la perme. Alors déjà il y a une part terrifiée. Il faut vraiment que je les nomme chacune, que je leur donne un nom, parce que même moi en fait ça m'aide pas en fait. Parce qu'il y a plein de parts terrifiées, c'est pas les mêmes. Il faut vraiment que je me pose un jour et j'essaye de les nommer par d'autres noms. Et donc il y a une part terrifiée. Et c'est là où je vois vraiment que mon système TDI, il est en plein reviviscence de stress post-trauma. Que j'avais réussi à stabiliser plus ou moins mon stress post-trauma complexe. Et là en fait il est vraiment réactivé. Parce que c'est simple, il y a une part en moi, dès qu'elle voit une personne de couleur, elle a tout de suite l'impression que c'est Chloé. Et là, hier, à la Défense, putain, je sors pour fumer, puis après je reviens pour aller au ciné. En haut des escalators, je vois une fille, et direct, en fait, il y a un truc terrifié qui arrive et qui se dit « Oh putain, c'est Chloé. Oh putain, oh putain, oh putain. » Et là, c'était en terreur et tout. J'ai re-regardé après, en fait, c'était pas elle. Il faut vraiment que je travaille sur... Enfin, vous voyez le pourquoi du comment, j'ai compris, oui, ça m'a dit que Chloé est notre abuseur, donc c'est une part qui confond le passé, la réalité, du présent. Mais le truc c'est que, qu'est-ce que Chloé elle a fait pour que ça soit une terreur à ce point-là, quoi. C'est ça le truc, enfin, c'est ça qu'il faut vraiment que je travaille avec ma psychologue, enfin... Vraiment réussir à décortiquer, quoi. Parce que c'est hyper intense, quoi. Et c'est complètement irrationnel. Bah, après, c'est un trauma, quoi. Mais je pense qu'en fait, c'est des parts très jeunes. C'est des parts très jeunes, je pense, vraiment des sensations. Je pense que peut-être... je sais pas, c'est peut-être des sensations que plusieurs parts ont ressenties face au comportement de Chloé qui fait que... ça a éveillé des parts très jeunes qui ont surtout des souvenirs corporels ou je sais pas. Je pense que c'est des parts très 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 jeunes parce que c'est vraiment complètement irrationnel, quoi. Donc surtout moi avec une vision d'adulte, je sais que, enfin, en soi, elle a rien fait de mal en fait. Alors oui, elle nous a prises pour une conne. Elle a essayé de retourner la situation et a essayé de mettre des gens contre nous en fait, alors que nous on a toujours tout fait pour essayer de la protéger en parlant le moins possible, surtout à des personnes avec qui elle est proche. Donc mais je sais pas qu'est-ce qui... je sais pas. Mais ouais, non, donc il s'est passé ça à la perme hier. Donc si je sais pas, je me suis sentie trop bizarre. D'habitude en fait, avant d'être hospitalisée, moi je m'étais vraiment rendu compte, et ça vient rejoindre parce que j'ai regardé la vidéo sur le thème astral que j'ai posté. Et quand ils disent à un moment donné, pour le nœud nord en vierge, que mon chemin vers le bonheur, entre guillemets, il passe par établir une routine. Vraiment. Et je m'étais rendu compte que ouais, c'est avant d'être hospitalisée la semaine avant, ça me rendait heureuse d'avoir une routine, d'aller au cinéma, de faire des trucs dans Paris. De faire des trucs pour moi, ça m'apportait un bien, je le ressentais en fait. Même aller me poser dans un parc avec mon mafé, c'était trop, je me sentais trop bien. Mais là, je sais pas, je ressentais rien. Déjà, j'avais une angoisse de croiser des gens et de croiser Chloé aussi parce que elle travaillait à la Défense avant, là je sais pas si elle y travaille encore, donc j'avais de l'angoisse. Même de croiser d'autres gens de la résidence dans les transports, j'avais de l'angoisse. Donc il y a vraiment ça aussi. Hier matin, je suis allée à Carrefour Montesson, j'avais de l'angoisse de croiser les gens de la résidence en fait.
Même de croiser Cédric le référent, j'avais de l'angoisse. Et je profitais pas. D'habitude, j'adore le ciné. Je suis allée manger 2 tenders à KFC. D'habitude, ça me fait me sentir... ça m'apporte vraiment du bonheur, quoi. Mais là, vraiment, je sais pas. En fait, c'est comme si j'étais en dépression sans être en dépression. C'est trop compliqué à expliquer. C'est vraiment, j'avais trop du mal à profiter de l'instant présent. Je sentais des angoisses, je me sentais pas à ma place. Après, c'est peut-être aussi parce que ça fait plus d'1 mois que je suis hospitalisée et que du coup, je ne sors pas. Donc en fait, et bah, peut-être que c'est pour ça aussi. C'est un temps de réadaptation, c'est pour ça qu'il y a les permissions aussi. Mais ouais, c'était... Ouais. Je suis allée voir De Gaulle au cinéma. Je suis dégoûtée parce que j'avais pas de concentration. Et ça aussi, je sais pas pourquoi, parce que d'habitude, je tiens pour les films. Surtout qui me plaisent et tout. Mais là, je pense que c'est le stress et c'est plein de choses en même temps, je pense, qui ont fait que voilà. Donc je suis partie, le film il dure 2h40, je suis partie au bout d'1h30. Il restait encore 1 heure de film. J'en pouvais plus, je suis partie au beau milieu du cinéma, j'en pouvais plus. Mais en tout cas, génial, hein, j'attends qu'il sorte sur Ecromi pour que je le regarde en streaming. Super, super génial. Et puis moi qui n'ai pas de culture G en fait, parce que avec tous les traumas que j'ai subis, plus mon environnement à la maison, mon environnement scolaire et tout, enfin à l'école, l'harcèlement et tout, j'ai jamais pu développer de culture G, j'avais pas le temps en fait. Mon cerveau il était continuellement en mode survie et j'avais pas l'énergie de faire autre chose en fait. C'est pour ça que moi les tâches de ménage et tout, ça me demandait un effort surhumain et à chaque fois c'était une source d'embrouille en fait avec ma mère parce qu'elle me disait mais tu fous rien à la maison, tu pourrais quand même mettre le linge à laver, étendre le linge et tout. Mais moi en fait c'est quelque chose qui me demandait une force surhumaine, vraiment, parce que, et ça je le comprends maintenant, parce que mon cerveau il est en mode survie et que quand ton cerveau il est en mode survie, en plus avec de l'amnésie traumatique, toute l'énergie va ailleurs. Donc en fait j'avais plus d'énergie nécessaire pour faire le ménage et d'ailleurs là moi dès que j'arrive à rentrer chez moi, je vais employer une femme de ménage qui viendra 1 fois par heure. J'ai déjà vu avec ma référente du SAVS, on va voir ce qu'on peut faire. Je prendrai sur mon argent de la semaine là. Mais le ménage c'est trop une contrainte pour moi en fait, c'est une source de stress et surtout en fait je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et je sens que moi pour atteindre une certaine sérénité en fait, faut pas que je fasse le ménage. En fait je vais pas demander à la femme de ménage de tout faire, mais au moins ce sera elle qui me fera la vaisselle 1 fois par semaine. Elle nettoiera ma salle de bain, elle passera l'aspirateur et la serpillière. Après le reste je pourrais le faire. En fait je vais juste lui demander de faire ça, c'est tout. Parce que moi ça me demande une force surhumaine, genre vraiment. Je pense que le TDAH joue beaucoup là-dessus aussi. Mais ouais, je vais vraiment demander une femme de ménage. Je veux pas d'auxiliaire de vie ou je sais pas quoi là. Non, j'ai vraiment besoin d'une femme de ménage. J'ai vu qu'il y en a, ça prenait 15 € l'heure. Donc vu que moi c'est un tout petit studio, ça suffit 1 heure. Ou 2 heures, ça fait 30 €, c'est rien. Ça va. Donc ouais, faut vraiment faire ça. Sinon, des nouvelles du livre de la psychiatre. Et moi qui avais hâte de le lire et tout, non, ça m'a trop déclenché. Mais pas déclenché dans le sens ce qui est écrit me fait me sentir mal, c'est par rapport aux parts dissociatives que j'ai à l'intérieur. En fait c'était trop compliqué, ça a généré un profond mal-être, de profondes angoisses. J'arrivais pas à les calmer et en fait je pouvais plus ouvrir le livre, c'était pas possible, ça m'a créé un conflit interne de dingue. J'ai eu ma psychologue en rendez-vous, ma psychologue libérale en visio. Elle m'a conseillé d'écrire parce que vu que j'ai du mal à l'oral, parce que plus j'ai des amnésies à l'oral devant le psychiatre parfois, elle m'a conseillé d'écrire en fait pourquoi ce livre ne me convient pas, pourquoi la thérapie des schémas ne me convient pas. Parce que clairement, ah ouais non c'est pas possible. Déjà en fait le pronom qui est employé c'est je. Et ça a créé un conflit interne dans ma tête, ça faisait que parler. Encore une fois, c'est pas des voix que j'entends, c'est vraiment des pensées qui me sont imposées. Et
ça devenait un calvaire et j'arrivais pas à les calmer. En fait, il y en avait une par exemple qui allait se reconnaître plus ou moins dans un schéma. Parce qu'il y avait un questionnaire d'évaluation en plus dans le livre. J'ai essayé de le faire, hein. Impossible. Dès la première phrase, impossible. Conflit énorme interne, brouhaha dans ma tête, impossible, je ferme le livre. La première phrase, je sais plus ce que c'était en mode j'ai trop peur qu'on me quitte, qu'on m'abandonne, un truc comme ça. Et en fait, juste le fait que ce soit le pronom je employé, en fait, il y a une part qui s'est reconnue, notamment la part anxieuse. En fait, il y a plein d'autres parts qui sont arrivées et elles étaient tellement nombreuses que vraiment, c'était un calvaire dans ma tête. C'est arrivé et ça faisait que me dire « Eh oh, moi je suis là aussi en fait, moi je suis pas du tout comme ça, pourquoi t'essayes de nous invisibiliser, patati patata ». C'était un calvaire parce que du coup, en fait, le fait que ce soit le mot « je » qui soit employé au lieu du « on », du « nous », du « vous » ou de vos parts, par exemple, ça fait que plein de parts se sont senties invisibles, non reconnues. Et moi, j'ai besoin d'une thérapie parce que fait ma psychologue et ma psychiatre, en fait, elles enterrent le mot de vos parts, ou vous, tu vois. Elles n'emploient pas tu, par exemple. Et du coup, ça fait que toutes mes parts, en fait, elles se sentent reconnues, visibles, quoi. Mais c'est surtout aussi le conflit interne de ça lit une phrase, il y a une part qui va se reconnaître, voire plusieurs, et d'autres qui arrivent en fait, qui ont pas du tout les mêmes schémas de pensée et tout, et là en fait qui me hurlent dessus et qui me disent mais c'est quoi ça, pas du tout, moi c'est pas du tout comme ça, moi je suis pas comme ça, et ça devenait, j'arrivais pas à les gérer. Donc je vais lui dire, hein, il est très bien ce livre, hein, c'est quoi déjà le livre? Je reconstruis ma vie de Jeffrey E. Yang. Vraiment d'un point de vue objectif, il a l'air top, vraiment. Ils prennent des exemples de patients et tout, il a l'air top. Vraiment de ce que j'ai lu, j'ai pu lire que les 2 premiers chapitres. Il a l'air top, si j'avais pas TD, je l'aurais lu parce que je pense qu'il peut aider énormément de gens. Mais moi, non. Je vais vous lire ce que j'ai écrit pour la psychiatre. J'ai écrit toute seule, je ne suis pas aidée de Gemini. Parce que je suis trop derrière Gemini là. Il faut aussi que je continue de faire marcher mon cerveau toute seule. Ça, c'est ce que je lui lirai mercredi. J'écris car à l'oral, avec le stress et les amnésies entre les parts, je perds mes mots et n'arrive pas à exprimer tout ce que j'aimerais exprimer. Parce qu'en fait, quand je suis à l'oral, en fait, j'ai pas forcément accès à toutes mes parts. Alors que quand j'écris, il y a des parts qui arrivent. Et en fait, moi, je capte mieux ce qu'elles veulent me dire à l'écrit. Parce qu'à l'oral, en fait, j'ai déjà beaucoup d'angoisse parce que je parle face à quelqu'un. Et donc, en fait, ça fait que j'ai énormément de mal à tout canaliser et... du coup, à l'écrit, mes parts ont plus de pouvoir, je dirais. La thérapie des schémas ne me convient pas. Lire le livre a généré beaucoup de conflits internes, de mal-être pour des raisons très précises que ma psychologue en libéral m'a fait comprendre. Certaines parts se sont vaguement reconnues, jamais complètement, car d'autres parts intervenaient dans ma tête et me disaient qu'elles n'ont pas ces schémas-là. Ce que j'ai oublié d'expliquer la dernière fois que l'on s'est vu en rendez-vous, c'est que les parties dissociatives dans un TDI existent réellement. J'ai vraiment, comme plusieurs personnes dans un seul corps, même si je sais que c'est pas le cas, mon cerveau, pour m'empêcher de mourir de stress, a empêché l'intégration de l'identité. Et donc toutes mes parts se sont développées de manière autonome et indépendante, avec des schémas différents, des souvenirs différents, des croyances différentes, des émotions différentes, des goûts alimentaires différents, des compétences différentes, etc. Il faut vraiment que vous compreniez que ce ne sont pas de simples parts de soi que tout le monde a et qui sont plus intenses, ou des émotions fortes que tout le monde traverse. Ce sont vraiment des parts dissociées avec des âges différents, des genres différents aussi. J'ai certes un seul et même cerveau, mais pour survivre, mon cerveau a dû créer une multiplicité. Ce ne sont pas des inventions, des amis imaginaires, des hallucinations, etc. Le cerveau s'est structuré comme ça, elles sont bien réelles, et donc moi, le livre sur la thérapie des schémas m'active beaucoup trop, déjà parce qu'il n'est employé dans le livre que le pronom « je ». Or, je suis plusieurs à cause de la dissociation, donc dès qu'un livre psychologique s'adresse à une seule et même personne en employant le « je », ça génère un grand conflit interne entre de nombreuses parts à l'intérieur, dont un fort sentiment de non-reconnaissance et d'invisibilité. Mon cerveau ne fonctionne pas avec un « je » unique, c'est pour ça d'ailleurs qu'instinctivement j'emploie très souvent le « on », le « nous ». En lisant ce livre, les 2 premiers chapitres, j'ai senti à l'intérieur de moi qu'on me demandait de me positionner comme une seule personne
Et mon système TDI a paniqué et est rentré en conflit. Ça vécu comme une menace d'effacement, te demande de se taire, de nier leur existence à mes parties dissociatives qui existent pourtant belles et bien. Le livre ne nous aide pas à nous structurer, il vient au contraire raviver une insécurité profonde et réveille plein de parts, ça devient alors un brouhaha dans ma tête, elles ne font que parler et râler, et pour les calmer c'est compliqué. J'ai été incapable par exemple de faire le questionnaire des schémas dans le livre, déjà à cause du jeu qui a activé d'autres parts qui se sont senties invisibilisées, mais aussi parce que j'ai beaucoup de parts et que chacune ont leur propre mode de pensée, souvenirs, etc. Et donc dès qu'une se reconnaissait, d'autres déboulaient et me disaient « Eh oh, je suis là, moi, c'est pas ça. » Non, « Eh oh, je suis là, moi, c'est pas ça du tout. » Et en plus, les schémas décrits sont très simplistes. J'ai des parts dissociatives très complexes, donc il y en a qui peuvent se reconnaître, mais pas dans l'entièreté. Et à un moment du livre, il était écrit que chaque enfant réagit différemment, que l'un deviendra anxieux, l'autre évitant, l'autre dans l'attaque, etc. Mais moi, avec mon cerveau structurellement modifié, qui pour survivre a dû créer différentes parts autonomes, cette phrase m'a fait me sentir invisible. Quand je dis cette phrase m'a fait, c'est a fait sentir plusieurs parts invisibles. Car mon cerveau est plusieurs, et donc j'ai plein de parties qui correspondent à tout ça. En même temps, en fait. Ouais, cette phrase-là, j'ai senti qu'elle a activé plein de parts. Parce que je sais plus c'était quoi la phrase exacte, mais c'était en mode... quand un enfant vit des traumas, en fait, chaque enfant va avoir une réponse de survie différente. L'un va devenir anxieux, va courir après le mien, l'autre évitant, ne va plus du tout courir après le mien, l'autre va rentrer dans l'attaque, etc. Mais en fait, ils en parlaient d'une manière en mode chaque enfant est différent, sauf que moi, en fait, il y a des parts dans ma tête qui m'ont dit à ce moment-là, mais moi, je suis comme ça, et une autre, mais moi, je suis comme ça aussi. Et moi je suis comme ça aussi, et donc en fait trop compliqué. En fait ça a généré du conflit interne en fait, parce que moi j'ai tout ça en moi en fait. J'ai des parts dans l'attaque, d'autres qui sont évitantes, d'autres anxieuses, etc. Et elles sont beaucoup plus complexes que ce qui est écrit, et surtout il y a de l'amnésie entre nous. Chaque part ne se connaît pas forcément, chacune a son propre âge, son propre genre. J'ai des parts garçons par exemple. Et tout ça est bien réel. Ce trouble est très complexe à comprendre, mais dès qu'on le comprend, il est en fait très logique. C'est pourquoi ma psychologue libérale souhaite vous appeler pour vous en parler. Bon, j'ai dit souhaite vous appeler, mais en vrai, c'est moi qui lui ai proposé, je crois. Et que j'ai besoin de mon suivi avec elle en visio à l'hôpital, car j'ai besoin de quelqu'un de spécialisé. Oui, tout le monde a des parts de soi, des masques en société. Une personne ne va pas être la même au travail avec ses enfants, ses amis, etc. Mais il y a toujours une continuité du soi. Elle sait que c'est toujours elle sous tous ses rôles. Elle se rappelle des choses, etc. Dans un TDI, il n'y a pas ça. Il y a cette discontinuité du soi. Il y a une part au travail qui ne sera pas celle qui s'occupera des enfants, par exemple, avec de fortes amnésies entre elles. Pas les mêmes fonctionnements, pas les mêmes âges, pas la même voix parfois aussi. Chaque part peut aussi avoir son propre trouble que d'autres parts n'ont pas. Son propre trouble psychologique, peut y avoir des parts qui ont un trouble borderline et d'autres n'ont pas de trouble borderline. Et là, j'ai dit en exemple comme une dame aveugle qui ne l'était plus. À certains moments, elle l'était. C'est une histoire en Amérique, une dame qui a été diagnostiquée d'un TDI. Et en fait, les médecins ne comprenaient pas pourquoi parfois elle était aveugle et pourquoi parfois elle l'était pas. Donc elle a fait plein d'examens IRM et tout, et en fait ils ont compris que c'était une part dissociative. En fait quand elle était jeune, elle a vécu un grave accident de voiture où en fait ses parents sont morts, et en fait elle les a vus mourir en fait devant elle. Et en fait à ce moment-là c'était tellement trop dur pour le cerveau, pour elle en fait elle allait mourir de stress. Donc en fait le cerveau il a créé une partie dissociative aveugle pour pas qu'elle ne puisse voir ce qui continue de se passer sous ses yeux. Et ce qui fait qu'en fait quand cette part-là elle va être activée, elle sera aveugle, mais vraiment elle ne verra plus rien. Et quand cette part ne sera plus là, et elle verra très bien, elle retrouve sa vue en fait. Donc ça n'a rien de surnaturel en fait, c'est vraiment la dissociation, le pouvoir du cerveau, c'est un truc de ouf. Et c'est vraiment pour montrer que chaque part est vraiment autonome en fait, chaque part a vraiment ses propres troubles aussi. Tu vois, moi je sais pas ce que j'allais dire. Chaque part a ses propres troubles. Tout le monde a des parts de soi, mais tout le monde n'a pas des parties dissociatives. Donc voilà, ce livre a l'air génial, mais il est fait pour ceux n'ayant pas de TDI qui ont un sens de soi unitaire. Moi, il déclenche trop de conflits internes, donc ma lettre et j'angoisse de devoir continuer de le lire, donc j'ai arrêté. Ma psychologue et psychiatre utilisent la thérapie des états du moi en parlant toujours de parts, et au pluriel. Et là, toutes les parts se sentent donc exister.
et les parts TDI sont beaucoup plus complexes que les simples schémas décrits dans ce livre. Cette thérapie n'est pas adaptée pour moi, mais malgré tout, d'un point de vue objectif, donc d'un point de vue, c'est-à-dire j'arrive à voir au-delà de ce que ça me fait ressentir à moi. Je sais que pour d'autres personnes qui n'ont pas le même problème que moi, ce livre peut de ouf les aider. D'un point de vue objectif, ce livre a l'air top, mais il me déclenche trop. Voilà. Donc, je vais lui lire ça au début. Mais c'est bien en fait, parce que comme j'ai dit, cette hospitalisation, vraiment, elle me fait sortir du déni du TDI en fait. J'ai jamais autant dans ma vie été confrontée de manière consciente au TDI. C'est-à-dire qu'avant, je me cachais toujours, je me disais mais non, j'ai pas beaucoup d'amnésie, donc je peux pas avoir un TDI. Je me disais, ma psychologue, quand elle me parlait de partie dissociative en thérapie, dès qu'elle me parlait de ça, j'arrivais pas, je bloquais. Et du coup, il fallait souvent qu'elle me rappelle, on parle juste de part en vous, mais pas de part dissociative, parce que ça me bloquait. Parce que qui dit part dissociative, dit qu'effectivement j'ai vécu de lourds traumas, et ça c'est pas possible pour mon cerveau de l'assimiler. Donc c'était très très compliqué pour moi, hein, vraiment. Et là vraiment cette hospitalisation, elle me change, un truc de dingue. Hier j'ai vu la psychologue d'ici, l'après-midi, après mon rendez-vous avec ma psychologue spécialisée, et je me rends compte que je vais arrêter le suivi avec celle d'ici parce qu'elle me sert à rien en fait. Elle me sert à rien. D'ailleurs, du coup, je lui ai dit que je voyais ma psychologue en visio. Or, on n'a pas le droit à l'hôpital. Et moi, je lui ai bien fait comprendre que qu'ils essayent de me l'interdire, je vais partir en crise. Ah, je vais partir en crise de rage s'ils essayent de me l'interdire. Moi j'en ai besoin, j'ai essayé de lui faire comprendre, elle comprenait pas, elle me disait vous voulez pas parce que vous avez un lien spécial avec votre psychologue. Pas du tout, c'est juste qu'en fait j'ai besoin de quelqu'un spécialisé et de formé, et elle n'arrivait pas à comprendre. Elle n'arrivait pas à comprendre quand je lui disais j'ai besoin dans mon suivi. Je sais que ici normalement on est censé se couper du monde extérieur, mais moi j'ai besoin de ma psychologue parce que j'ai besoin d'un suivi spécialisé. Et ici ils ne sont pas spécialisés. Elle comprenait pas, elle a dit qu'elle en parlera à Dr Ramania parce que du coup je fais une thérapie avec ma psychologue libérale, je fais une autre avec la psychologue d'ici, enfin c'est pas vraiment une thérapie, hein. Donc elle a dit qu'elle en parlerait pour voir comment on peut s'organiser, mais moi je vais le dire à Dr Ramania, moi je vais lui dire, de toute façon elle aura ma psychologue au téléphone, moi je vais lui dire, je sais que normalement il y a le règlement, qu'on doit couper le lien avec les gens de l'extérieur et tout, les professionnels qui nous suivent et tout, mais moi je suis un cas spécial, j'ai un trouble spécial et j'ai besoin d'un suivi vraiment spécialisé, et que s'ils me l'interdisent, c'est simple, je vais partir en crise, donc voilà. Donc de toute façon ils pourront pas me l'interdire parce que ça voudrait dire qu'ils interdiraient mon téléphone. Or c'est dans le règlement, on a le droit au téléphone, donc ils peuvent pas me l'interdire en fait. Donc voilà. Putain, je sens de la colère là. Je sens de la colère. En mode, en fait, il y a un truc en moi qui se sent menacé, qui a peur qu'on lui interdise de continuer de consulter sa psychologue. Donc voilà. Mais très surprise avec la psychologue hier, pareil. Alors, c'est ça que je dis en fait. En fait, devant la psychiatre, j'ai réussi à dire ouvertement que j'avais un TDI, et j'ai réussi vraiment à parler du TDI. Face à la psychologue, j'étais bloquée. Impossible de dire le mot inceste. Déjà, j'ai dit que j'arrivais pas à le dire. Je lui ai dit le mot commence par I. J'arrivais pas à dire, donc en fait, encore une fois, j'étais pas les bonnes parts en fait. Et impossible de lui dire quel trouble dissociatif j'avais. Elle m'a demandé quel trouble j'avais, et je lui ai dit trouble dissociatif, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, j'ai quand même parlé des états du moi que je ressentais et tout, mais impossible de lui dire trouble dissociatif de l'identité. Elle m'a demandé pourquoi j'y arrivais pas. Je lui ai dit que c'était par rapport à ce qui est décrit dans les réseaux. J'ai peur qu'on me perçoive pour une folle, qu'on me confonde avec quelqu'un de schizophrène, qu'on me croit pas, qu'on pense que je mens, etc. Donc voilà, par contre, sans émotion. Alors la part en colère, elle est arrivée, d'ailleurs elle me l'a dit. Elle m'a dit, il y a une colère en vous qui a émané de nulle part d'un coup. Et qui est repartie après, dès qu'on parle de la mère, quoi. C'est un truc de ouf. En fait, on parlait des traumas. Et donc je lui ai parlé qu'il y a un truc. Je lui ai parlé un peu de l'amnésie déjà. Elle m'a demandé si tout avait commencé en même temps, si je m'étais rendu compte de ce trouble en même temps.
Et en fait, non, ça s'est fait chroniquement, c'est-à-dire que avant, moi, j'avais pas conscience que j'avais pas de souvenirs avant mes 10 ans. En fait, j'ai toujours répété à tout le monde que mes problèmes commencent à l'âge de 10 ans. Je faisais une fixette sur mes 10 ans, sans jamais comprendre pourquoi. Et en 2018, il y a une psychologue que j'ai vue pour la première fois qui m'a demandé de lui raconter mon enfance. Et trou noir. Et en fait, c'est en 2018 où j'ai pris conscience que j'avais de l'amnésie. À ce moment-là, je ne savais même pas que ça existait, l'amnésie traumatique. C'est ma psychologue à ce moment-là, enfin pas ma psychologue actuelle, la psychologue que j'avais en 2018 qui m'a parlé de l'amnésie traumatique. C'est la première fois que j'entendais ce mot. J'ai fait énormément de recherches. Et donc en fait, ça s'est fait chroniquement. Au début, beaucoup de déni. Je me suis dit, mais non, c'est pas ça, tout ça. Ça a pris des années. En fait, à ce moment-là, par exemple, j'avais pas du tout la part qui sait qu'elle a subi de l'inceste. Cette part-là, elle est là depuis pas très longtemps. Ça doit faire, je sais pas, 1 an qu'elle est là. Avant, j'avais pas du tout accès. Ça s'est fait vraiment, mais j'avais quelque chose en moi quand même. C'est ce que je lui ai expliqué en fait. Je lui ai expliqué à la psychologue d'ici que, en fait, j'ai pas accès aux souvenirs visuels. Mais il y a des choses qui vont me pousser vers ce truc-là. Par exemple, les groupes de parole. Moi, normalement, quasiment tout... Non, je n'y vais pas tous les lundis soirs parce que ça me demande énormément d'énergie. J'essaye d'y aller au moins un lundi par mois. Et je vais à un groupe de parole à Paris pour les victimes d'inceste. Ce groupe de parole, il est génial. Il s'appelle Arevi, A-R-E-V-I. Pour ceux qui ça intéresserait, il est génial. C'est que pour les victimes d'inceste. Tous les lundis soirs à Paris, de 20h à 21h30. Et en fait, c'est comme si... en fait, j'ai pas de souvenirs visuels, donc en fait, j'ai pas vraiment de preuves. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, je sais pas comment expliquer. J'ai des sensations corporelles, j'ai une part qui sait qu'elle a subi de l'inceste, tout ça. J'ai plein de symptômes qui le disent aussi. J'en ai jamais parlé de tous ces symptômes-là. Là, je pourrais pas en parler parce que j'ai pas accès à toutes les mémoires. Mais j'ai plein de symptômes que je ne comprenais pas avant et où l'inceste, en fait, vient mettre le mot dessus. Sur pourquoi ces symptômes. C'est des symptômes que jamais aucun médecin n'a pu expliquer pourquoi j'avais ces symptômes-là. D'ailleurs, je suis en plein examen gynécologique depuis novembre dernier pour enfin comprendre pourquoi j'ai un certain problème gynécologique. Pour l'instant, personne, j'ai passé déjà plusieurs examens gynécologiques. Personne ne comprend pourquoi j'ai ce problème-là. J'en parlerai dans une autre vidéo. Là, je dois faire un autre examen en septembre. Donc j'espère que là, on va trouver quelque chose parce que... si c'est que... Sinon, ça se trouve, c'est psychosomatique en fait. Et c'est ça qui me fait peur parce que si c'est psychosomatique, ça va jamais se régler en fait le problème. Donc c'est compliqué. Et je me suis égarée. Je sais plus de quoi je parlais. Je parlais de quoi déjà? Merde. Je parlais de quoi déjà? Ah, je parlais de la psychologue. Ouais, donc du coup... Ah oui, voilà. Je lui ai dit, c'est bizarre parce que j'ai pas de souvenirs visuels. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui me poussait à aller à ce groupe-là de parole. Et quand je suis à ce groupe de parole, quand j'entends les témoignages des autres, c'est comme si je m'entendais moi parler et ça me terrifie. Parfois, en fait, je vais y aller. La part qui sait qu'elle a subi de l'inceste, c'est elle qui va être là. Parfois, ce sera une part dans le déni qui va être là. Et alors, quand la part dans le déni, elle est là, c'est simple, elle parle pas au groupe de parole. Par contre, quand la part qui sait qu'elle a subi de l'inceste, elle est là, je fais que parler durant le groupe de parole. Et tous les gens me disent, enfin tous les gens, non, mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils se reconnaissent dans ce que je dis, donc ça me fait flipper. Et en fait, la psy d'ici, elle a dit qu'en fait, j'ai pas de souvenirs visuels, mais le corps, il sait. Le corps, il se rappelle. Et donc, en fait, c'est dans le corps, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je sens comme une force en moi qui me dit que j'ai ma place dans ce groupe, que je dois y aller. Donc voilà. Après, elle m'a demandé, parce que je lui ai dit après que moi, j'ai pas seulement des traumas que moi j'ai subis, mais j'ai aussi été témoin. Et pour moi, c'est des traumas aussi. Donc, j'ai pas que des traumas que j'ai subis moi à guérir, j'ai aussi des traumas dont j'ai été témoin, notamment mon petit frère. Et du coup, elle m'a demandé de donner des exemples. Donc, j'ai donné l'exemple où il se faisait tabasser dans les toilettes et aussi l'exemple où il était petit, quand mon père l'a mordu, elle a giflé et que sa joue était rouge sang. Et après, elle m'a dit, mais elle m'a redit, elle me l'avait déjà posé cette question-là à notre tout premier rendez-vous. Là, elle m'a reposé la question, mais vous n'avez pas porté plainte et tout.
Je fais mais non, enfin c'est hyper dur de porter plainte contre une figure d'attachement. En plus de ça, j'ai aucune preuve. En fait, j'ai aucune preuve matérielle. Enfin, oui, il y a mes troubles psychiques, il y a plein de symptômes qui s'expliquent par voilà, mais j'ai pas de preuves concrètes quoi. Enfin, c'est compliqué, surtout que je lui ai dit que mon père aussi, il faisait un métier haut dans l'État, que la justice va le protéger, qu'en plus de ça, on voit bien avec dans les médias que c'est classé sans suite à chaque fois, que les victimes se font maltraiter. Les psychiatres experts, ils sont horribles. Personne ne croit les victimes dans la justice, donc au sein de la justice. Donc en même temps, tu me diras, ceux qui sont dans la justice, généralement, c'est des francs-maçons. Donc tu me diras. Je recommande un documentaire de ouf de Alexandre Le Breton. La franc-maçonnerie, la fin du silence. Si j'y pense, je mettrai le lien. Je mettrai même une photo si j'y pense. Bon, si vous commencez à me connaître, je suis sûre que je vais oublier. Je le mettrai en commentaire comme d'hab. Très dur à regarder, mais d'utilité publique. Même s'il est dur à regarder, il faut le regarder. C'est 4 heures de témoignages sur des victimes d'abus satanistes, d'abus rituels, par des francs-maçons. Et la franc-maçonnerie, c'est une plaie. En fait, ceux qui sont en dessous du 33e degré ne sont au courant de rien. Si vous parlez à un franc-maçon qui est en dessous du 33e degré, il vous dira mais n'importe quoi, il n'y a pas d'abus rituel, on n'est pas des satanistes, n'importe quoi. Parce qu'en fait c'est caché, c'est qu'à partir du 3e degré, vraiment dans les très hauts grades dans la franc-maçonnerie, que la vraie franc-maçonnerie est révélée en fait, et où il y a les abus rituels, etc. Donc voilà. Et en fait elle m'a dit... pareil, en fait, j'ai parlé de ma mère et c'est là où la part en colère, elle est arrivée. Je lui ai dit que j'ai pas été protégée et elle direct, elle m'a dit, votre colère, elle est hyper légitime. Elle me l'a dit, votre colère, elle est très très légitime. Ça m'a fait du bien de l'entendre parce que j'ai une part qui culpabilise beaucoup, qui se dit que c'est pas cool envers la mère. Mais non, c'est vrai, cette part-là, sa colère, elle est légitime. Elle n'a pas été protégée, alors qu'elle aurait dû. Et à un moment donné, je lui ai raconté tous ces moments de ma mère où elle était dans le déni et où elle disait même que pour elle, c'était pas de la maltraitance qu'on a subi. Et direct, elle m'a stoppée. Elle m'a dit, c'est pas de la maltraitance, c'est des crimes. Quand elle a employé ce mot-là, je me suis pas du tout sentie bien. Ah, je me suis pas sentie bien. Ouais. Parce que je pense que j'avais une part qui minimisait, qui... Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une part qui aime le père avec moi. Parce que je ressens de l'amour envers le père. Ouais, parce que là, j'allais dire que même mon père, en fait, pour moi, c'est pas un criminel. J'arrive pas à me dire... je sais pas. Je pense que je la sens, en fait, là. Je sens des pleurs aussi qui veulent arriver, mais j'essaye de bloquer un peu. J'ai pas envie de pleurer, là. Je sens une part qui aime profondément le père. En fait, c'est trop bizarre, mais en fait, d'un côté, je le comprends. Quand je dis que la non-protection, limite, c'est mon plus grand traumatisme comparé à tout ce que mon père m'a fait subir. Parce qu'en fait, du coup, il y a une part qui éprouve énormément de colère envers la mère. Mais par contre, il n'y a aucune part en colère contre le père. Il n'y en a aucune. Il y a des parts terrorisées par lui. Ah oui, c'est ça, je lui ai dit aussi que... J'en parlerai après. Il y a des parts terrorisées par lui et il y a des parts qui l'aiment un truc de dingue. Mais il n'y a pas de part en colère contre lui. En fait, c'est que des parts en colère contre la mère. Et qu'est-ce que je voulais dire quand je disais qu'il y a des parts terrifiées? Ah oui, c'est ça. Je lui ai parlé du fait que ça se trouve, mon père, là, il sait très bien où je suis, que je suis hospitalisée. Ça se trouve, il sait que je m'appelle Adriana maintenant. Parce qu'il utilise son travail, il utilise la corruption. Son travail, il m'a déjà mise une fois sur écoute lors du divorce. Même ma mère qui a les pieds très terre à terre en fait, qui a toujours tendance à minimiser, elle m'a dit aussi que j'étais sur écoute par mon père parce qu'on a eu des preuves. Je vais pas rentrer en détail, mais voilà, on a eu des preuves. Et puis même mon père, c'était genre à me pister hein, quand j'avais un téléphone portable.
Enfin, j'étais pistée, enfin, bref. Et je lui ai raconté que quand j'ai fait de l'EMDR pour la première fois, bah, ça a déclenché une insécurité de dingue envers le père, à tel point que j'avais acheté un deuxième numéro de téléphone. Dès que je sortais de chez moi et que je voyais des fenêtres teintées, enfin des vitres teintées dans les voitures, j'avais l'impression que c'était mon père en fait qui m'espionnait. C'était vraiment parti en psychotage, mais que là ça va mieux, que là ça s'est stabilisé, parce qu'en fait elle m'a dit que ça se voit que vous avez une peur bleue de votre père et tout. Et je lui ai dit moi je ne serai pas en sécurité tant qu'il ne sera pas mort, et que peut-être que dit comme ça on dirait un monstre, mais j'ai hâte qu'il meure en fait. J'ai hâte qu'il meure, je lui ai dit. Pour moi sa mort ce sera un soulagement. En fait, j'attends que ça. Je n'attends que ça. Et oui, parce que c'est ça le MDR. En fait, j'en avais fait pour la première fois en 2021 ou en 2020. Je sais. Fin 2020. Ouais, c'est ça, c'est fin 2020. J'avais voulu faire de l'MDR parce qu'en fait, à ce moment-là, je voulais faire. Je cherchais en fait à faire éclater mes souvenirs traumatiques. Il y avait un côté en moi qui n'en pouvait plus de ne pas savoir et qui voulait absolument récupérer les souvenirs visuels. J'ai fait plein de démarches, hein. Je suis allée voir une neurologue pour faire une IRM cérébrale. Et en effet, j'ai une atrophie de l'hippocampe, elle m'a dit. J'avais une part qui est beaucoup moins présente, voire plus du tout en ce moment, qui voulait absolument avoir les souvenirs visuels, et donc j'ai voulu faire de l'EMDR. Sauf qu'en fait, j'y connaissais rien à la dissociation, je savais même pas que le trauma complexe, ça existait. À ce moment-là, j'y connaissais rien du tout. Et donc en fait, j'ai cherché n'importe quel psychologue. Alors me demande pas comment, j'étais une autre part. Le psychologue, c'était un homme. J'avais aucun problème, me demandez pas comment. C'est la seule explication possible, c'est la dissociation, et j'étais une autre part. En plus, l'homme, quand je le vois, quand je me remémore comment il est, il ressemblait de ouf au père. Et pourtant, ça ne terrifiait pas. Donc j'étais une autre personne. Mais en fait, il n'était pas du tout formé. Parce qu'en fait, pour les traumas complexes et troubles dissociatifs, pour l'EMDR, déjà, ça peut être extrêmement dangereux. C'est ce que j'ai vécu, une décompensation psychique. Et en fait, il faut suivre un module spécifique pour ces troubles-là, pour faire de l'EMDR. Et donc en fait, si vous avez un trauma complexe ou un trouble dissociatif, et que vous cherchez un thérapeute, il faut demander à ce thérapeute s'il a suivi le module pour trauma complexe et dissociation. S'il ne l'a pas suivi, fuyez, parce que ça peut être hyper dangereux. Moi, c'est simple, au bout de la deuxième séance, cauchemar à répétition, tout ça, ça a duré à peu près 6 mois. Cauchemar à répétition horrible avec le père, où il me faisait des trucs de dingue. Flashback aussi. Mais des flashbacks avec vraiment des sensations que je pense que c'était des flashbacks d'autres parties dissociatives, parce que il y avait de la dissociation dans les flashbacks. Et j'étais toute petite et je me rappelle de quelques-uns. En fait, si je me rappelle, c'est parce que je les ai notés dans mon téléphone, sinon je m'en souviendrai pas. Et en fait, je les ai relus plusieurs fois, donc je l'ai enregistré. Une flashback où j'étais toute petite et où mon père me faisait des trucs. Voilà. J'ai même eu un flashback où c'est le seul que je vais raconter, mais où mon père et ma mère étaient assis à côté. Et moi, ils regardaient la télé. Et moi, je suis allée sur les jambes de mon père. Et en fait, il faisait exprès de mettre son engin bien sous. En fait, je me revois dans le flashback, en fait. Ne pas me sentir bien parce que je voyais que mon père, là, il essayait de... Voilà. Et ma mère à côté qui voit rien. J'ai eu plein de flashbacks. Et mes crises d'arrachage de cheveux, elles se sont accentuées fois 1000. Sauf à une période, vers avril. Je sais pas pourquoi cette part-là s'est mise en retrait. J'avais plus de crise d'arrachage. Et hop, j'ai reçu un flashback la semaine d'après. J'ai plus mes règles.
Mes menstruations, je les ai plus pendant 6 mois alors qu'avant j'avais 0 problème au niveau de mes menstruations. Elles étaient régulières, aucun problème. Et ben là j'ai plus du tout eu mes règles. Pareil, j'ai eu des problèmes d'hypothyroïdie, en sachant que ça c'est incurable, l'hypothyroïdie, c'est traitement à vie. En fait c'est pas ça se déclenche et après ça s'en va. En fait non, ça n'existe pas. Quand une hypothyroïdie se déclenche, c'est à vie après. Et en fait, et ben mon taux de TSH avait bougé en bilan sanguin, j'avais une hypothyroïdie et 6 mois après, plus rien. Il était redevenu normal et depuis, dans mes bilans sanguins, il est normal. Ça a saccagé mon... En fait, ça a ouvert la boîte de Pandore alors que j'étais pas prête. Parce que j'étais avec un professionnel pas formé. Parce que normalement, pour les troubles dissociatifs et les traumas complexes, il y a une longue phase de stabilisation avant de faire de l'EMDR. Donc voilà, c'est très très dangereux, il faut faire très attention parce que du coup maintenant, moi, j'ai été très longtemps traumatisée par l'EMDR. Là, ma psychologue en libéral, ça fait que quelques mois que j'arrive à faire de l'EMDR avec elle et on n'en fait que sur le présent. Quand une part est activée dans le présent, elle demande à la part de venir et de laisser les émotions venir et elle tapote. Et droite-gauche. Et sur le passé, je peux pas. Je suis traumatisée de l'EMDR, mais ça va un peu mieux quand même. Mais du coup, en fait, je n'arrive pas à savoir si l'EMDR marche sur moi. Parce qu'en fait, moi, ma première expérience, ça a été ça. Les cauchemars à répétition, enfin des trucs horribles en fait. Alors qu'en fait, ma psychologue en libéral, ce qu'elle m'a dit, c'est que l'EMDR, c'est pas censé faire ça. L'EMDR, c'est pas censé, entre les séances, te faire avoir des cauchemars à répétition et tout, sinon ce serait trop dangereux, en fait, pour la personne. Donc en fait, la psychologue, ici, une fois, elle m'a demandé si l'EMDR que je faisais avec ma psy, ça marchait. Et je lui ai dit, mais j'arrive pas à savoir, parce que moi, ma première expérience de MDR, ça a été tellement intense que bah moi maintenant je pars du principe que si j'ai pas de cauchemar à répétition après une séance de MDR, c'est que ça m'a rien fait. En fait, mon cerveau il a mal été programmé avec le MDR. Donc faut vraiment faire attention. Faut vraiment faire très très attention. Et ça je le comprends que depuis que j'ai ma psychologue. Enfin avant je comprenais pas pourquoi j'avais réagi comme ça à l'EMDR. Mais c'est parce que en fait, quand tu as un trauma complexe, donc des traumatismes multiples, quand tu as grandi dans un environnement traumatisant et un trouble dissociatif, si tu n'as pas suivi un module spécifique, si le thérapeute n'a pas suivi ce modèle spécifique, il y a un gros risque de décompensation très dangereux. Donc laisse tomber. Donc il faut faire très attention. Mais ouais, la psychologue d'ici, elle me sert à rien en vrai. Puis quand je la vois, je suis en stress et tout. Donc je sais que c'est interdit, mais moi je vais essayer de négocier avec Ramania, quoi. Avec Docteur Ramania, pardon. C'est juste que j'ai l'impression que c'est un prénom, Ramania, du coup je l'appelle Ramania. Mais je vais négocier avec elle, hein. Je vais lui dire que moi, pour mon suivi, j'ai besoin de ma psychologue. J'ai besoin d'elle. Et que donc même s'il y a un règlement, il va falloir qu'ils comprennent que moi j'ai un trouble très complexe qui demande un suivi très spécialisé et que ok, ma psychiatre, c'est pas grave, je peux faire l'effort avec Docteur Ramania, mais ma psychologue par contre, étant donné que je suis ici pour réactivation traumatique à cause de part, et que moi j'ai énormément de mal à m'ouvrir à quelqu'un avec qui je me sens pas, voilà, je dois garder ma psychologue en libéral. C'est une nécessité. C'est une nécessité, je la vois à peu près une fois par semaine en visio. C'est une nécessité pour moi, donc ils sont assez flexibles ici quand même, donc je pense que Docteur Amania, elle peut comprendre. Moi de toute façon c'est simple, je vais lui dire, elle va le voir sur ma tête, je vais lui dire, c'est soit vous acceptez, soit je pars en crise, donc qu'est-ce que vous préférez? Et quand mes parts elles partent en crise, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas du tout. Ça rigole vraiment pas. Ouais. Moi j'avais oublié de parler de ça dans l'ancienne vidéo là, lors du harcèlement scolaire. Là c'était pas de l'harcèlement, mais au collège je me rappelle j'avais fugué. Enfin en fait c'était pas vraiment une fugue. En fait je voulais pas aller en cours à cause de ma phobie sociale. Et ma pote Sarah, à cette époque-là, elle était malade et donc en fait elle pouvait pas aller en cours le matin. Et en fait moi j'étais terrifiée avec ma phobie sociale.
Et donc en fait je pouvais pas aller en cours, sauf que je pouvais pas rester chez moi parce qu'il y avait mes parents. Donc en fait je suis allée chez elle. Et en fait le matin je reçois un appel de ma mère je crois. Ou des messages en fait qui me demandent où je suis, qu'ils ont reçu un appel du collège comme quoi je suis pas là. Que si je réponds pas, mon père il va envoyer les chiens de la police, enfin bref, qu'il va envoyer la police et tout. Et j'ai fugué. J'ai fugué, je voulais aller chez ma tante, chez qui je me sentais en sécurité. Parce qu'il y avait quand même une personne avec qui je me sentais en sécurité, c'est ma tante, Evelyne, la sœur de ma grand-mère maternelle. Elle me faisait pareil. Il y a le centre équestre qui me faisait énormément de bien, où c'était mon lieu de sécurité, mais il y avait aussi les aéroports. Regarder, être devant les pistes et regarder les avions décoller et atterrir, je pouvais y rester des heures, je me sentais tellement bien. Et en fait, ma tante, elle avait compris que ça me faisait du bien. Et donc en fait, quand on se voyait presque tous les week-ends, enfin assez souvent, elle m'emmenait sur les pistes de Roissy juste devant et on restait environ 1h30, 2 heures à regarder les avions décoller et tout. Après, les flics, ils finissaient toujours par venir pour nous dire on n'a pas le droit d'être là et tout. Ça me faisait un bien fou, cette tante-là, elle a participé à mon sauvage, elle m'a sauvé la vie. Et je suis dégoûtée parce que c'est compliqué en fait, il y a beaucoup de traumas transgénérationnels. Puis ma grand-mère elle raconte qu'une seule version, mais je suis sûre qu'il y a toujours 2 versions dans une histoire. Pour ma grand-mère, c'est ses sœurs qui sont horribles. Pour ma mère aussi, mais il y a toujours 2 versions dans une histoire. Et donc voilà. Malheureusement, ma tante, elle a décidé de partir, de rompre contact avec mes parents. Et du coup, forcément, vu que je dépendais de mes parents, elle a arrêté de me voir. J'ai essayé de la recontacter une fois sur Facebook, mais elle m'a jamais répondu, elle a jamais vu mon message, donc je sais même pas si elle est encore en vie. Mais justement, je lui ai envoyé un message pour la remercier, en fait, de m'avoir sauvé la vie. Dans tout ce désespoir, en fait, elle a apporté une lumière. J'allais souvent chez elle dormir, enfin, c'était vraiment mon lieu sécure. Et pour fuguer, en fait, j'ai fait Château-Nanterre à pied, et Nanterre, place de la Boule. Elle habitait derrière la place de la Boule. Je suis occupée! Elle habitait derrière la place de la Boule. Et donc ça m'a fait une trotte à pied, j'en ai eu pour au moins 3 heures à pied. Pour au final qu'elle soit pas là, qu'elle soit pas chez elle, que ça réponde pas. Donc après pétrifiée parce que je pouvais pas revenir chez moi. En plus ma mère elle m'a dit que mon père pas comme il faisait partie de la police aussi à ce moment-là. Et il y avait des chiens de flics qui me cherchaient. Et en fait j'avais une peur terrible. Et un soir, je rentre à Saint-Germain-en-Laye, je dis à ma mère que je suis à Saint-Germain et elle vient me chercher le soir. En transport, on prend un verre et tout. J'essaie de lui expliquer. Les chiens, ils y sont allés, ils ont pris le RER direction Nanterre, direction le sens opposé, alors que moi je suis allée à Saint-Germain. Donc comme quoi les chiens des flics, ils sont pas toujours bons, ils ont pas toujours le flair bien. Mais ouais, pour vous dire, la phobie sociale, l'harcèlement, à quel point ça m'a... Et à quel point la terreur de mes parents faisait que je n'arrivais même pas à me confier à eux et à leur dire la vérité de pourquoi là j'étais pas au collège. Voilà, donc en fait, voilà pourquoi on m'a toujours cataloguée comme une menteuse, etc. Alors oui, il y a d'autres trucs que font tous les gens. Oui, quand ma mère était pas là, et j'ai ramené mes potes chez moi pour qu'on fasse des soirées. Forcément, là, je vous le disais pas. Mais bon, après, on est tous... ça fait pas de toi une mauvaise personne. Moi, ma famille, quand tu as des comportements qui sont pas cool, en fait, ils te mettent une étiquette. Ils te mettent une étiquette sur ton identité. C'est ça le gros problème en fait. C'est que oui, tout le monde, tout enfant en fait peut être amené à mentir. Ça fait pas forcément de lui une mauvaise personne en fait. Moi j'avais envie de faire des soirées avec mes potes, donc oui, quand elle était pas là, je lui mentais, je lui disais qu'il y avait personne. Elle finissait toujours par l'apprendre. Mais voilà. Mais on m'a jamais réellement vu. En fait, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on voyait que les symptômes. Et en fait, on me cataloguait sur ces symptômes-là, en fait. On me cataloguait sur ces symptômes-là. Donc, très compliqué. Ouais. C'est ce qui participe à
Parce que ma famille, c'est comme ça qu'ils disent. En fait, si tu as par exemple un comportement méchant, et encore une fois, ils se concentrent que sur les symptômes et pas sur la cause. En fait, ils vont voir que tu as un comportement méchant. En fait, ils vont pas s'interroger sur pourquoi tu as ce comportement-là. Pour eux, c'est automatiquement toi le coupable, en fait. Et en fait, ils vont mettre une identité sur ton... ils vont mettre une étiquette sur ton identité. Au lieu de dire tu as eu un comportement pas ouf, ils vont te dire tu as été mauvaise, tu as été méchante, etc. Et donc en fait, toi, quand tu entends ça à répétition, ton cerveau, il l'enregistre et t'entends tu es. Et donc en fait, ton cerveau, il enregistre. Et donc en fait, j'ai zéro estime de moi et je suis persuadée d'être une mauvaise personne. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie avec les enfants. Vraiment. Et surtout, en fait, les parents, enfin même dans la vie de tous les jours, on a toujours tendance à pointer que le négatif chez les gens et à pas dire des choses positives sur les autres. Et moi, ça c'est un truc que je faisais jamais avant parce que je reproduisais mon schéma familial. C'est-à-dire pour les critiques, ma mère, tout ça, tout le monde était là. Hein. Mais alors pour dire du bien de moi, il y avait personne. Et puis même quand je vois avec ma sœur, moi ça m'a fait du mal. À Noël, je m'étais fait une couleur de cheveux, ma sœur aussi, avec une coiffure et tout. À un moment donné, ma sœur, elle s'était maquillée, moi aussi. Et en fait, il n'y a que ma sœur qui a reçu des compliments. Pareil, il n'y a que ma sœur à qui on disait t'es belle, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle est belle, etc. Moi, je peux crever, quoi. Ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal à Noël, vraiment. Quand j'avais qu'une envie, c'était qu'on remarque ma couleur et qu'on me dise que ça te va bien, tout ça. Et en fait, la femme de mon oncle, il n'y a que ma sœur qui a eu des compliments. Moi, que dalle, en fait. Personne n'a remarqué ma couleur. Pourtant, j'avais trop hâte. Je m'étais fait cette couleur parce que voilà, j'avais envie. Et j'avais trop hâte que ma famille voie et me fasse des compliments. Et que dalle. Donc voilà. C'est pour ça que maintenant, je complimente énormément les gens. Ça, c'est un truc, j'étais pas comme ça avant. Et c'est pour ça que je dis que j'évolue, que je sors de la négligence émotionnelle et de tous les schémas intrafamiliaux. Parce que maintenant, en fait, je complimente les gens. Dès que je vois quelqu'un de bien habillé, je vais lui dire. Même si je... En fait, ici, là, je fais que complimenter les autres. Mais en le pensant sincèrement, je fais pas un compliment pour égayer la journée de la personne. Non, c'est parce que c'est comme ça, quoi. Mon cerveau, il est en train de changer de mode de fonctionnement. Et c'est que maintenant, dès que je trouve quelque chose de bien chez quelqu'un, que ça peut être rien du tout. Par exemple, il y a une personne qui a mis du mascara. Voilà. Qui a juste mis du mascara, je vais dire, oh, ça te va trop bien, t'es belle et tout. Parce qu'en fait, les gens, dans la vie de tous les jours, ils oublient ça. Pour la critique, ils sont toujours là, les gens. Mais pour dire des compliments, les gens ne sont pas là. Et comment tu veux, surtout quand tu vis ça depuis tes gosses, comment tu veux développer une confiance en toi? Tu peux pas. Tu peux pas. Ma grand-mère qui me sortait à des dîners de famille une fois, pourtant t'as vécu des trucs bien dans ton enfance, je trouve ça dommage que tu t'en souviennes pas, patati patata. Excuse-moi, quand tu fais la balance là, trauma, truc bien, c'est ça la différence, tu vois. Les traumas ils sont là-haut, les trucs bien ils sont en bas. Donc ça m'a fait beaucoup culpabiliser cette phrase. C'est pour ça que je déteste les dîners en famille avec ma grand-mère aussi. En plus à Noël, ma grand-mère commence à parler de suicide. Enfin, moi je peux plus. Je peux plus. Ça essaye de faire, c'est ce que je disais à ma psychologue en fait. Moi j'arrive plus à faire semblant avec ma famille. Avant j'y arrivais, maintenant j'y arrive plus. C'est aussi parce que je suis en train d'évoluer, que je sors du silence et de la toxicité. C'est que en fait ma famille fait semblant. C'est-à-dire qu'en fait on a vécu énormément de trauma dans cette famille. Et ma famille essaye de se faire passer pour une famille normale, voilà. Ils se réunissent à Noël et tout, et hop, tout est cool, voilà, on fait semblant, quoi. Mais non, moi j'étais traumatisée, vous avez une fille dans votre famille qui a vécu de l'inceste horrible par le père, qui a été maltraitée, qui n'a pas été protégée. Et vous êtes là à faire semblant, tout ça. C'est comme ma grand-mère, elle m'a toujours cru par rapport à mon père. La première fois quand je lui ai dit que je crois avoir subi de l'inceste par le père, direct elle m'a cru. Par contre,
quand la part en colère a dit à ma mère, à ma grand-mère, bah, ma mère m'a pas protégée, ah là par contre non, là non, là je m'en suis pris pour mon grade, t'es une manipulatrice avec un brin pervers. En fait, il faut pas s'attaquer à sa fille, tu vois, on peut rien dire, donc en fait c'est là où j'ai compris qu'en fait elle me défendait pas vraiment par rapport au père. C'est juste qu'en fait elle a elle-même des traumas avec le père, à cause du père qui lui a généré du stress, elle avait développé le cancer du côlon, parce que mon père avait réussi à retourner ma mère contre toute sa famille pendant un certain temps. Donc ma mère ne voyait plus ses parents pendant un certain temps. Donc ça a déclenché le cancer du côlon chez ma grand-mère. Heureusement, elle s'en est sortie. En fait, elle ne me défendait pas parce qu'elle croyait vraiment que voilà, c'est parce qu'en fait mon père, pour elle, oui, c'est un monstre et que voilà, mais que si je dis par exemple que ma mère m'a fait un truc, en fait, bah là, non, pas du tout, j'ai pas du tout sa défense et je suis une manipulatrice avec un brin pervers. Ma famille, c'est ça en fait, c'est la loi du silence. C'est ce qu'elle m'a dit, la psychologue aussi d'ici. Quand je lui ai dit que j'ai beaucoup de mal à parler, que je suis plus à l'aise à l'écrit que de parler, pour moi c'est synonyme de danger. Et elle m'a dit que c'est normal, c'est dans les familles, comme c'est comme ça. On t'apprend qu'il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler, que si tu parles, en fait, direct, t'es cataloguée de mauvaise, de méchante, tout ça, qui essaye de détruire la famille. Donc, très, très compliqué. Mais j'étais complètement dissociée au rendez-vous. J'étais sans émotion. Je lui ai dit, j'avais pas d'émotion pendant que j'en parlais. Ça générait du stress. Et tu vois, impossible de m'affirmer. C'est-à-dire que je voulais lui dire que je ne voulais pas continuer les rendez-vous avec elle. Mais impossible de lui dire. Parce qu'en fait, quand je suis face à une autorité, je n'arrive pas à m'affirmer. Encore une fois, ce que je disais dans d'autres vidéos. Du coup, en fait, quand elle m'a dit, vous voulez qu'on se revoie, qu'on se reprenne un rendez-vous, bah, dans ma tête, c'était non, j'ai ma psy en libéral, avec vous, c'est trop de stress, ça me sert à rien. Mais j'ai pas réussi. En face, je lui ai dit, oh oui, oui, si vous voulez. Impossible de m'affirmer. Devant les figures d'autorité, c'est un truc de dingue. Et puis même avec les gens, en général, mais là-dessus, j'évolue. J'arrive de plus en plus à dire ce que je pense et à poser des limites. J'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus sur comment poser des limites de manière saine, parce qu'on m'a jamais appris. Moi, on m'a toujours appris que poser des limites, c'est être égoïste, tout ça. Que c'était pas bien. Et en plus, toujours grandi dans une famille qui prône le sacrifice. Pour eux, c'est une forme de courage. Ma mère est tellement courageuse de s'être sacrifiée pour nous. Au lieu de prendre soin d'elle et de s'acheter des trucs, elle nous offrait des trucs qu'à nous. Mais c'est horrible cette manière d'être, en fait. Le sacrifice de soi, c'est pas du tout être courageux, en fait. C'est hyper important de penser à soi. Et tant pis, c'est moi qui briserai ces schémas. Ma famille n'a pas réussi à briser ces schémas-là. Moi, je vais briser ces schémas. Mon objectif, vraiment, c'est de sortir du sacrifice des autres, d'apprendre à poser mes limites de manière saine. Parce que c'est compliqué, en fait. Je dois me rééduquer, en fait. Je me rééduque. C'est comme si je suis mon propre parent, en fait. Je suis mon propre parent. Je m'éduque. Je m'éduque. Bon, ça fait déjà 58 minutes. Je vais aller refaire... je suis en train de faire de la peinture. Un beau dessin. Donc je vais aller continuer parce que l'activité a recommencé là. Ah oui, juste hier, j'ai pas compris quand je suis rentrée de Berne. Ah, j'avais une part en colère qui était là. C'était pas la part en colère contre la mère. Oh putain. Et ça vraiment, ça me le fait mais hyper rarement. Là vraiment, tout ce que les gens ils me disaient, ça me saoulait. Tout ce que les gens faisaient, ça me saoulait. Quand je suis rentrée, j'avais juste besoin, c'était d'être dans ma bulle, de fumer mes clopes, d'être ici sur ce banc. Il y a une dame, Marianne, que j'aime beaucoup, qui est venue, je lui ai dit, je suis occupée. Mais c'est pas moi, c'était vraiment un truc en colère, j'arrivais pas à le contrôler, putain. Et moi j'étais là derrière, je me disais, putain, mais c'est quoi ce langage et tout. Et elle est venue s'asseoir, et dans ma tête, ça la dégommait. Ah, si cette part-là pouvait avoir des fusils, elle aurait fusillé. Enfin, je rigole, hein, bien évidemment, attention, je rigole. C'est une image pour vous dire à quel point, dans ma tête, elle arrêtait pas de me dire putain, mais pourquoi cette meuf elle s'est installée devant nous, elle peut pas nous laisser tranquille et tout. Ah ouais, puis elle a fini par partir dès que j'ai été dans ma bulle. J'avais besoin de ma bulle. En fait, c'est une part, je pense, je sais pas, qui a vu trop de monde aujourd'hui, la journée, entre la défense et tout, accumulé trop de stress, je sais pas, et du coup, elle est venue.
Il fallait se mettre dans sa bulle et après, hop, elle est partie et j'étais de nouveau normale, voilà. Ah putain. Ça c'est chiant quand ça arrive parce que moi je suis une personne, vraiment je ne suis jamais en colère. Mais jamais. Ou alors c'est quand tu me fais un truc, là il y a des parents en colère qui viennent. Mais quand je vivais chez ma mère, la part en colère elle était toujours là. Donc en fait, ouais, j'étais constamment insolente, en colère et tout. Ah, mais depuis que j'ai déménagé, putain, la colère, c'est... Mais parce qu'en fait, c'est pas moi qui garde la colère. Moi, j'ai pas d'émotion de colère, en fait. Ça, je suis une part dissociative qui n'a pas de colère. C'est d'autres parts qui gardent plein de colère. Et quand en fait, elles n'ont plus les déclencheurs pour lesquels elles ont développé ces colères-là, en fait, elles ne sont plus activées. Et donc, en fait, mais je sais pas trop pourquoi elle est arrivée, cette part hier. Si je pense que c'est une part qui avait juste besoin d'être dans sa bulle. Je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin bref, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 1 heure. Elle va mettre 30 000 ans à se poster, c'est chiant. La dernière vidéo que j'ai faite, j'ai mis 2 jours pour la poster. J'ai couché. Enfin bref. Salut, salut!